On va parler un peu d'international, hein, alors qu'il nous reste que quelques minutes avec cette rencontre évidemment importante et un Donald Trump à la fois confiant et pressé. Le président américain a passé plus de 3 heures en Floride, à Mar-a-Lago, en tête-à-tête avec Volodymyr Zelensky. Alors sur la table, ce plan en 20 points, ça nous rappelle aussi quelque chose, hein, le plan pour Gaza. Un plan donc qui vise à mettre fin à la guerre en Ukraine, une guerre qui dure depuis bientôt 4 ans. Je propose d'écouter le président américain, c'était la nuit dernière. Nous sommes très proches, il reste encore 2 points épineux, mais je pense que nous avançons bien. Nous avons beaucoup progressé aujourd'hui. Dans quelques semaines, nous saurons si cela peut aboutir. Si cela se passait mal, plus longtemps, et si cela se passait très mal, cela n'arrivera pas. Ce serait dommage, mais cette possibilité existe aussi. Il est possible que cela n'aboutisse pas. Mais si rien ne change, ils continueront de se battre, ils continueront de mourir, et nous ne voulons pas cela. Le président Zelensky ne veut pas que ça continue, et le président Poutine non plus. Bon, c'est du Trump, évidemment, dans le texte, hein, avec la traduction qui va avec, mais on a le sentiment que Donald Trump veut accélérer, veut obtenir un accord dans les prochaines semaines. Peut-être, on en parlera peut-être après, pour se consacrer à l'America First, qui est le fond de son programme. Est-ce que vous sentez l'un et l'autre une sorte d'impatience chez Donald Trump d'obtenir des résultats ? Oui, bien sûr, il souhaiterait des résultats, il souhaiterait mettre fin à, comme il a dit, le conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc oui, bien sûr, on parle quand même de 1000 personnes qui sont tuées chaque jour dans ce conflit. Mais maintenant, les Russes n'ont pas tellement un intérêt de finir, disons, rapidement, puisque aujourd'hui, au lieu de gagner 1 km² par jour, ils en gagnent 20. Donc le multiple est devenu vraiment impressionnant, ce qui n'était pas le cas depuis le début de la guerre. Donc il y a quand même cette chose à prendre en compte. Et puis il y a également le fait qu'en 2026, d'après la Banque mondiale et le FMI, l'Ukraine sera en situation de faillite. Donc c'est aussi un point à prendre en compte. Et il y a aussi le fait que la Russie considère que elle ne peut pas s'arrêter alors qu'elle n'a pas pris encore tout le Donbass. Et puis on ne peut pas, à mon avis, écarter le fait que Poutine rêve aussi de prendre Odessa, qui est au sud. Mmh. Thomas Bonnet. C'est une des premières fois que j'entends Donald Trump émettre l'hypothèse qu'il ne puisse pas régler ce conflit. Et ça en dit long, je trouve, sur le fait que cette réunion, à mon avis, était particulièrement décisive. D'ailleurs, je parle sous le contrôle de Michel Fayet, mais je crois qu'il y avait des responsables, des hauts dignitaires qui ne participaient pas jusque-là aux négociations. Preuve peut-être qu'on est en train d'avancer un peu plus rapidement. Après, c'est vrai, l'état de fait a accepté d'abord, à mon avis, côté ukrainien, et aussi, et peut-être, j'allais dire, surtout côté européen, c'est que la Russie elle est en train de gagner cette guerre. Et donc, il faut accepter ce postulat-là de départ pour ensuite négocier. Tant qu'on n'a pas accepté ça, malheureusement, je crois qu'on n'aura pas la possibilité d'avoir un accord durable. Volodymyr Zelensky a-t-il raison de demander plus que 15 ans d'assurance, de présence militaire américaine pour assurer sa sécurité face à une Russie qui semble ne pas vouloir s'arrêter là ? Il est dans son rôle. Lui, il réclame même jusqu'à 50 ans s'il peut. Mais après, vous savez, finalement, ça veut dire quoi cette garantie ? Est-ce que même si les Américains donnent une garantie, si la Russie recommence, est-ce que les Américains vont pour autant utiliser l'arme nucléaire face aux Russes ? J'en doute fortement. Donc en fait, ça reste quand même très théorique. Il y a d'autres moyens de pression possibles. Lesquels ? Peut-être économique. Mais l'économique, ça n'a pas tellement fonctionné. Vous avez vu que les Russes ont continué à vendre leur pétrole, leur gaz. Vous savez que, par exemple, le pétrole russe qui sort du Kazakhstan passe par un oléoduc dans lequel Chevron est actionnaire. Donc les Américains reçoivent un honoraire de passage, des droits de passage en fait, pour ce pétrole russe. C'est quand même ridicule. Et puis le pétrole russe qui est raffiné en Inde et revendu en Europe et en France, personne ne l'arrête. Et puis il y a même pire, parce que personne n'en parle. Il y a une partie du gaz russe qui se retrouve dans le gazoduc qui part depuis l'Azerbaïdjan vers l'Europe, une partie du gaz russe sous forme liquéfiée qui part en Chine et qui est revendue par les Chinois à l'Europe, avec la marge bien entendu.